Bonjour, merci de nous rejoindre au webinaire Protéger nos citoyens, protéger vos usages digitaux. Un webinaire proposé par Orange Cyberdéfense. Je suis Charlotte Tulin, chargée de marketing opérationnel France chez Orange Cyberdéfense. Je suis modérateur de ce webinaire. Nous allons commencer sans plus tarder, mais avant ça, quelques rappels. Tout d'abord, si vous rencontrez des problèmes audio, je vous invite à vérifier votre connexion Internet ou de nous rejoindre via les numéros de téléphone disponibles dans vos invitations. Nous avons coupé vos micros car la conférence est enregistrée. Toutefois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dans votre panneau de configuration à droite de votre écran. 10 minutes y seront également consacrées à la fin des interventions pour y répondre. Sans plus tarder, je laisse Nicolas Arpagian, VP Stratégie et Affaires publiques RSE, qui va lancer ce webinaire. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Effectivement, on a fait le choix pour cette matinée d'aborder la problématique de la cybersécurité au sein des collectivités territoriales. L'idée de cette séquence, c'est d'une part de faire une photographie, un état des lieux de la situation pour identifier, valider en quelque sorte l'importance de la cybersécurité pour les collectivités, quelle que soit leur taille, leur périmètre, leur domaine effectivement de compétences. À chaque fois, ça va être un sujet important, stratégique pour la conduite et le maintien de leurs activités. Pour cela, nous allons ensuite avoir le plaisir et le privilège d'échanger avec Frédéric Iacovella, qui est directeur général des services de la ville de Châlons et qui est Châlons-sur-Saône et qui est également DGS du Grand Châlons, la communauté d'agglomération. Et il s'avère que à partir d'une expérience que sa collectivité a traversée au mois de février dernier, on va pouvoir concrètement rentrer dans l'opérationnel et la manière dont ces événements cyber peuvent venir affecter la conduite des activités d'une collectivité territoriale importante. Ensuite, on fera un point sur l'actualité du plan de relance. Vous avez certainement entendu parler de la décision politique du gouvernement de consacrer des moyens justement financiers de manière à ce qu'il y ait une amélioration, une progression des activités de cybersécurité. Et c'est important de s'y retrouver, d'avoir les idées claires quant à ce que contient ce plan France Relance et quelles sont les opportunités qui peuvent être utiles aux collectivités. Et donc, grâce à Laurent Lemaire, qui est VP en charge de la commerce et de la transformation chez Orange Cyberdéfense, il vous mettra au clair les problématiques et puis surtout les domaines d'intervention de ce plan de relance en ce qui concerne la cybersécurité. Et évidemment, Charlotte vous l'a mentionné, on vous invitera à poser vos questions par le formulaire de chat, ce qui va nous permettre justement de répondre plus précisément à vos interrogations. Et si d'aventure, puisqu'on va être assez vigilant à respecter l'agenda, le timing de cette session, évidemment, s'il y avait d'autres questions, grâce à vos coordonnées, nos équipes seront en mesure d'y répondre de manière plus détaillée. L'idée étant que vous puissiez repartir avec les informations utiles à la conduite de vos projets. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de la cybersécurité des collectivités locales, des collectivités territoriales, c'est un vrai sujet qui va démontrer que toutes sont concernées. Toutes sont concernées parce que si on prend les dernières semaines, les derniers mois, en fait, tous les échelons ou à un moment ou à un autre ont été affectés par la problématique. Alors, on a le cas évidemment de la ville d'Angers, on a le cas alors on va juste revenir au précédent pour montrer, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se rappeler que les collectivités locales sont des corps sociaux, sont des entités, sont des structures exactement comme une entreprise, comme une administration. La seule chose, c'est que elles sont particulièrement exposées. Pourquoi? Parce qu'elles sont en première ligne dans les services apportés aux citoyens, dans des services sociaux, dans des services administratifs, d'état civil, et donc elles sont détentrices de données personnelles, elles
il n'y a pas tellement de moyens de substitution. Si un commerçant est défaillant, un épicier est défaillant, on peut aller à l'épicerie d'à côté. La collectivité, c'est évidemment un élément stratégique de notre communauté nationale et donc effectivement ça apporte une sensibilité particulière. Donc effectivement la ville d'Angers a été ainsi déstabilisée avec des états civils qui doivent revenir au papier au crayon, le département de la Vienne également, mais et c'est vrai que la crise sanitaire l'a démontré, les hôpitaux qui sont toujours souvent très proches de la collectivité avec les maires à la tête des centres hospitaliers. C'est vrai que les hôpitaux récents on a eu le cas de Saint-Gaudens, de Dax, de Villefranche-sur-Saône également. Enfin, hélas, on a eu une liste qui s'est constituée et qui a grandi au cours des dernières semaines. Ça crée évidemment un émoi particulier parce que la vie humaine, la santé sont concernées. Et puis, on va revenir dans un environnement rustique, dégradé, avec l'incapacité à récupérer des historiques de dossiers médicaux, à interagir avec la médecine de ville ou les agences régionales de santé, et puis également le pilotage, la gestion des centres hospitaliers, parce qu'il y a des blocs opératoires, il y a des plateaux d'intervention qui sont coordonnés, géré, piloté par le numérique. Et donc, effectivement, ça devient un élément de dépendance. Et là, c'est l'illustration même que la nature de l'activité, la noblesse de la tâche de service de santé n'est pas une protection. On peut considérer d'ailleurs que les attaquants, peut-être dans une large mesure, ignoraient l'identité des cibles atteintes, mais effectivement, c'est à l'occasion de l'industrialisation de ces attaques. Et globalement, les attaques que l'on va constater, c'est le non-fonctionnement des équipements et également le fait que les données personnelles, les données de santé peuvent être exploitées, peuvent être réutilisées. Et ça, c'est encore plus dommageable parce que au-delà du dégât technique immédiat, il y a des effets possibles, des exploitations ultérieures qui sont d'autant plus problématiques qu'elles peuvent s'étaler sur plusieurs semaines et plusieurs mois par la suite. On l'a vu également dans les services d'urgence, les SDIS dans les départements, on les connaît bien, les pompiers, les personnes qui viennent apporter les premiers soins, les services départementaux d'incendie et de secours, également on fait l'objet de piratages, qui sont des piratages compliqués parce que les SDIS ont besoin pour intervenir, et on le sait dans les départements, dans les villes, c'est qu'ont besoin de se coordonner parce qu'il faut projeter des personnels sur des sites d'intervention. Et donc, effectivement, c'est la communication, la disponibilité de l'information, le partage d'informations est évidemment crucial. Parce qu'on n'est pas dans une activité centralisée. À chaque fois, ça se déplace sur un territoire en situation de crise. Donc, il y a une tension et une attente, une exigence de la disponibilité des systèmes d'information. On prenait l'exemple du département de la Dordogne, lors de l'attaque qui a visé son service départemental d'incendie et de secours, 120 000 € de pertes. Voilà, si vous êtes dans une collectivité, vous voyez bien que cet argent, ce sont des sommes importantes qui ne sont pas affectées, qui n'étaient pas mobilisées ou qui n'étaient pas budgétées pour conduire ces opérations. Et donc, c'est un vrai sujet. Ça se traduit en argent, ça se traduit en nécessité de reconstruire. Et donc, c'est pour ça que la question de la détection des cyberattaques, de la neutralisation, en tout cas de leur blocage pour éviter leur progression à grande échelle, va être un élément important de la stratégie de réponse technique qui existe avec des outils de supervision, des outils d'intervention et puis de confinement des équipements de manière à éviter, si on n'a pas pu empêcher l'attaque initiale, des progressions à l'ensemble de l'infrastructure. Et puis évidemment, quand on file la documentation, quand on s'intéresse à cette problématique, on voit que même des administrations centrales, il y a encore quelques jours, un ministère, alors chez nos voisins belges, a été affecté. C'est évidemment déstabilisant, mais en tout cas, le secteur public territorial est certainement éminemment concerné par ces sujets de cybersécurité. Donc, ça justifie. Alors, votre présence ce matin témoigne de l'intérêt pour le sujet. Alors, si on s'intéresse au comment dans ces cyberattaques, il ne s'agit pas de disséquer parce que les technologies évoluent, mais on a identifié un certain nombre de grandes pratiques ou de scénarios qui se répètent. Évidemment, il y a un travail de documentation initiale. On va parler d'ingénierie sociale, d'identification des cibles. Alors, quelquefois, ça peut être
la nature de l'équipement présent dans votre administration, dans votre collectivité, qui va vous désigner comme cible, un peu comme si vous étiez propriétaire d'une voiture et le pirate avait accès, ou en tout cas était documenté pour prendre le contrôle de cette voiture. Il n'a rien contre vous, personne physique, c'est juste que c'est votre équipement qui va vous désigner comme cible. Et c'est vrai que des sites internet pas mis à jour, éventuellement des logiciels métiers qui sont présents dans une collectivité peuvent constituer des points d'attraction et donc faire en sorte que les attaquants recherchent l'outil, la faille technique et donc ce qu'on a qualifié, alors ce n'est pas des cibles faciles, mais c'est vrai également que la collectivité qui est un grand destinataire de messages de personnes qu'elle ne connaît pas, ou en tout cas d'individus, de particuliers, elle est également un gros consommateur, grosse consommatrice de dossiers, donc ça veut dire des pièces jointes, des PDF, des Word, éventuellement, enfin toute la panoplie des pièces jointes, et donc c'est vrai que ça constitue des cibles plutôt faciles. Et puis, donc une fois infecté, le système, une fois rentré dans le système, c'est vrai que la personne va essayer de par un message qui aura la saveur de la vérité, c'est-à-dire qui pourra susciter l'intérêt de son destinataire et donc qui va cliquer sur un lien, activer une pièce jointe. Il va, une fois qu'il sera rentré dans le système, il va essayer de comprendre comment faire en sorte que il va pouvoir naviguer dans l'infrastructure cible, c'est-à-dire se retrouver. Alors, désolé de faire la métaphore dans une maison, mais voilà, essayer de comprendre où sont les pièces, est-ce que en fonction de ses centres d'intérêt, où est la cuisine, où est la chambre, où est la salle de bain, là c'est pareil. Tiens, est-ce qu'il y a un dossier finance, est-ce qu'il y a un dossier, alors état civil dans le cas des collectivités locales, est-ce qu'il y a un dossier sur des informations qui peuvent être monétisables. Et donc cette reconnaissance va permettre ensuite, il va essayer de s'approprier les outils et donc de modifier les règles de fonctionnement du système d'information de manière à en prendre la main et faire en sorte justement d'avoir justement comme un administrateur légitime en quelque sorte la capacité d'accéder aux fichiers, de chiffrer les informations, de faire en sorte que justement ils puissent devenir maîtres de l'infrastructure et de l'équipement. Et à partir du moment où il contrôle l'infrastructure, c'est là où il va pouvoir chiffrer, il va pouvoir exporter, c'est-à-dire prendre des informations et les mettre à l'extérieur pour pouvoir soit les monétiser ou en tout cas les échanger, les valoriser. Et donc, il a cette capacité à justement avoir en fait deux séquences. La séquence de déstabilisation de l'infrastructure, mais également éventuellement de valorisation, de monétisation des données qu'il aura récupérées. Enfin, il aura, c'est ça, l'exploitation des données, et on voit qu'il y a toute une chaîne qui se retrouve dans ces modes opératoires de pratique, et donc va rentrer, une fois chiffrées les informations, une capacité à négocier. Alors le chantage, l'extorsion vont être les modes opératoires de ce type d'attaquant. Pourquoi? Parce que la priorité sera la monétisation, d'essayer de gagner sur deux tableaux, à la fois l'argent éventuellement à l'occasion de la rançon et également la monétisation des données qu'il aura exploitées, qu'il aura capturées, puisque les données personnelles ont une valeur, sont monétisables pour conduire des opérations de fraude à l'identité, d'usurpation d'identité. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles ont une valeur et que même des attaquants étrangers, c'est-à-dire non français, pourraient tout à fait exploiter ces informations. C'est la raison pour laquelle on est souvent également dans des environnements internationaux, à la fois d'attaque, mais également de réapparition de ces données sur des plateformes qui peuvent se répartir, enfin, en tout cas être dans des territoires très lointains de la zone géographique initiale de l'attaquant. Voilà, donc on voit à peu près les périls qui guettent les collectivités, on voit que c'est une réalité, quelle que soit la localisation géographique, la nature de l'instance administrative. Pour justement continuer à incarner ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Iacovella, qui est donc directeur général des services, donc il est vraiment tête de pont d'une collectivité importante, alors à double titre, puisqu'il est à la fois directeur général des services
services de la ville de Chalon-sur-Saône, et puis il a la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Donc merci à nouveau, je le remercie pour sa présence. Et déjà en quelques mots, parce que évidemment le nom de Chalon-sur-Saône est connu, mais nous rappeler peut-être quelques ordres de grandeur sur la caractéristique de cette collectivité. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir donc pour ce webinaire. Alors effectivement, peut-être quelques mots de notre territoire. Notre territoire donc se situe en Bourgogne du Sud, à 130 km au nord de Lyon. Donc la ville de Chalon-sur-Saône, c'est près de 50 000 habitants. Le Grand Chalon, c'est une intercommunalité de 51 communes pour environ 120 000 habitants. Nous avons une spécificité, c'est que l'administration communale et intercommunale est totalement mutualisée et donc l'ensemble du système d'information est piloté par un service unique pour l'ensemble de notre organisation. Quelques chiffres sur notre système d'information. Notre système d'information, ce sont donc 5 serveurs physiques. Ce sont des baies de stockage qui comportent 70 téraoctets de données. Ce sont 202 serveurs virtuels, près de 130 applications ou outils métiers et enfin environ 1250 postes pour donc nos agents. Voilà, très brièvement des éléments sur notre organisation et on verra sans doute à la suite donc de nos échanges que cette taille impacte, enfin une cyberattaque, et au regard de la taille donc de notre organisation, les impacts sont extrêmement forts. Oui, parce que justement, vous avez, c'est naturel, traversé la période de confinement, de Covid, comme tout le monde. Et justement, comment est-ce que déjà est-ce que ça avait suscité des réorganisations, des aménagements dans la manière de consommer ou de déployer des services numériques au sein de la collectivité, enfin des deux, enfin la communauté d'agglomération et de la ville? Alors effectivement, à l'occasion donc de la gestion de la crise sanitaire, nous avons été confrontés à la nécessité d'adapter donc notre système d'information et nos processus d'exercice d'un certain nombre de services publics à la réalité du télétravail. Nous n'avions pas à l'époque la maturité pour organiser l'ensemble des services sous forme de télétravail, et nous avons été donc dans l'obligation pour pouvoir continuer à assurer au mieux un certain nombre de missions, d'imaginer un certain nombre de dispositifs qui nous permettent justement de pouvoir faire monter en puissance donc le travail à distance. Le chantier est ouvert puisque c'est à la fois un chantier technique mais également organisationnel. L'autre enjeu qui a été pointé à l'issue, à l'occasion de la crise sanitaire, c'est la question des téléservices et de la montée en puissance plus aboutie des téléservices en direction des usagers. Et là également, nous avons un chantier ouvert sur le sujet. Et très concrètement, tout ça a été percuté par la cyberattaque que nous avons subie il y a quelque temps. Alors justement, vous l'avez dit, c'est que on est fin juin, mais en février dernier, vous avez basculé à l'occasion de cette cyberattaque. Alors, sans rappeler une période certainement délicate ou douloureuse, savoir voilà, comment est-ce que vous l'avez vécu, comment est-ce que vous avez découvert et confronté à cette cyberattaque? Alors, la cyberattaque que nous avons subie s'est déroulée dans la nuit du 20 au 21 février 2021. C'est globalement une semaine après la cyberattaque de l'hôpital de Villefranche, qui se situe environ à 70-80 km au sud de Chalon-sur-Saône. Alors, comment a-t-on découvert cette cyberattaque? Eh bien, l'alerte a été donnée par la police municipale parce que dans la nuit, ils ont constaté un certain nombre de difficultés sur leur applicatif métier. Et donc, ils ont tout de suite donc prévenu l'astreinte et l'astreinte informatique.
Et très tôt dans la matinée du dimanche, en fait, nous avons fait un constat, le constat d'une cyberattaque avec un certain nombre ou la plupart des fichiers de nos systèmes d'information qui étaient cryptés. Et donc, bien évidemment, dans ce cadre-là, donc le pôle de système information, hein, nos techniciens ont arrêté tous les serveurs dans l'attente d'un plan d'action, hein, puisque nous avons monté une cellule de crise dans la journée du dimanche matin pour pouvoir mettre en œuvre les actions utiles pour la gestion de cette crise plutôt majeure. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, seuls les services qui étaient hébergés à l'extérieur ont pu, à l'extérieur de notre système d'information, ont pu continuer à fonctionner globalement normalement. Et il s'avère que vous aviez en plus, assez tôt, vous avez fait le choix de maintenir l'activité des services physiques, c'est-à-dire que le téléphone, les personnels continueraient à fournir les services à la population. Alors, effectivement, nous avons mis un point d'honneur à assurer au mieux et au regard des contraintes fortes qui s'imposaient à nous, la continuité du service public, hein, dans toutes ses dimensions. Et effectivement, nous avons mis en place très tôt un système, je dirais, alternatif de gestion des services publics. Effectivement, nous sommes revenus sur un certain nombre de services à une gestion crayon, papier, manuel d'un certain nombre de process. Les agents sont effectivement restés sur leur poste de travail et bien évidemment dans un mode dégradé, parce que c'est forcément dégradé quand globalement on vous prive de votre outil de travail qui est structurant, hein. Aujourd'hui, le numérique, le poids du système d'information dans les process de mise en place ou de délivrance de services publics est extrêmement fort. Donc, le fait d'avoir à se priver de nos outils utilisés au quotidien nous a amené à repenser de manière extrêmement rapide la manière dont on accompagne donc les usagers, et donc nous sommes revenus à des méthodes un peu plus rudimentaires, mais globalement nous avons réussi à passer le cap. Alors il y a eu des frottements, il y a eu des difficultés, mais nos agents ont mis un point d'honneur à assurer la continuité du service public, et d'ailleurs à travers ce webinaire, je les remercie très très chaleureusement. Oui, parce que également la messagerie était hors d'état de fonctionner. Alors effectivement, l'ensemble de nos systèmes était hors d'état de fonctionner, et donc également la messagerie. Là encore, nous avons mis en place un système alternatif, hein, permettant à l'ensemble des agents de pouvoir continuer à échanger de manière à là aussi assurer une certaine, la continuité du service public. En fait, pour ce faire, qu'a-t-on fait? Nous avons globalement mis en place un système informatique, on va dire dégradé, alternatif. Là où nous avions environ 1250 postes pour les agents, nous avons déployé environ 150 postes alternatifs dans l'ensemble des directions pour permettre à l'ensemble des directions de continuer à fonctionner. Alors, nous avons à la fois déployé des portables, mais également des postes fixes que nous avions en stock, hein, parce que nous avions, je dirais, gardé un certain nombre de postes fixes en stock, et puis parallèlement, nous avions acheté des portables pour développer le télétravail, et donc du coup, nous avons utilisé ce matériel-là pour mettre en place un système alternatif, et nous avons également, dans un certain nombre de bâtiments administratifs, pour faciliter je dirais, un certain nombre d'usages au regard du fait qu'on avait mis en place du matériel à hauteur de 1 pour 10 par rapport au fonctionnement habituel, des espaces de coworking
organisés pour justement permettre la continuité de service public dans tous les domaines. Alors justement, il y a eu la phase de constatation, évidemment. Vous avez commencé à dire, bon, bah, il y avait déjà une vraie volonté des équipes et politiques, enfin institutionnelles, de maintenir et d'assurer la disponibilité du service public. Et comment s'est passée cette phase de remédiation, c'est-à-dire de commencer à dire, bon, bah, on prend on fait un état des lieux et on voit comment on peut revenir, alors toujours difficilement, mais à une situation normale ou en tout cas à une limitation des impacts de l'attaque? Alors, effectivement, sur ce sujet, alors très tôt, donc le dimanche matin, nous avons pris contact avec l'ANSSI. À la suite de la cyberattaque, notre responsable du pôle système d'information a pris contact avec l'ANSSI pour que l'agence puisse nous guider dans la gestion de cette crise. Et là, globalement, l'ANSSI nous a recommandé un certain nombre, je dirais, d'opérateurs, dont Orange Cyberdéfense, qui était intervenu sur la crise de la semaine précédente, donc à Villefranche, et qui a eu à gérer globalement la même problématique que nous avions à gérer. Et donc, du coup, nous avons pris contact avec votre société justement pour pouvoir mettre en œuvre un plan de gestion de crise assez tôt. Et assez réactif. Et donc, du coup, le travail a commencé dans la foulée, le dimanche, le lundi. Nous avons mis en place une cellule de crise. Une cellule de crise pilotée par la direction générale, en lien, bien évidemment, avec le pôle SI, de manière à pouvoir organiser donc la remédiation et la reconstruction, en sachant que, au regard des échos que nous avions eus des différents événements ou des différentes cyberattaques sur un certain nombre d'entités publiques les semaines précédentes, nous avions compris que cette démarche allait durer dans le temps. Et donc, du coup, la première des étapes a été de dire, globalement, à l'échelle d'un système d'information comme le nôtre, quelle durée pour une reconstruction. Donc, nous sommes partis sur une gestion de la crise en mode, entre guillemets, projet, mais en gestion mode de crise, de manière à pouvoir assurer donc, au mieux les différentes opérations. Et nous avons mis un point d'honneur à structurer les équipes pour pouvoir réaliser les différentes missions qui allaient que l'on allait devoir gérer. On a aussi mis un soin particulier à la question de la communication interne. Ça, c'est un point fondamental. En fait, l'enjeu qu'il a fallu que nous relevions, c'est de communiquer donc vis-à-vis de notre organisation, de communiquer vis-à-vis du public en donnant des informations tout en ayant peu d'informations sur les impacts de la cyberattaque, donc en donnant des perspectives, en rassurant, mais en évitant de donner de mauvaises informations. Parce que dans ce genre de situation, la première question qu'on vous pose, c'est globalement, quand est-ce que ça va être remis en route? Eh bien là, quand on vous explique que globalement, il faudra plusieurs semaines pour que les choses voire plusieurs mois, les choses reviennent à la normale, eh bien, il faut, j'ai envie de dire, accompagner ce message de manière à faire en sorte de donner de la visibilité sans donner de faux espoirs. Et donc, tout l'enjeu de la communication tourne autour de rassurer sur le fait que la problématique est prise en compte, rassurer sur le fait que la continuité du service public est prise en compte et rassurer sur le fait que les équipes seront accompagnées pour pouvoir exercer au mieux les missions de service public. Et pour ce faire, en fait, nous avons fait appel au-delà en fait des ressources techniques informatiques à un certain nombre d'agents de notre collectivité qui exercent d'habitude dans des domaines extrêmement variés pour mettre en place donc une task force qui permette de relever le défi dans toutes ses dimensions,
organisationnelle, intervention sur les sites, puisque nous avions conscience que la phase de remédiation et de reconstruction allait nécessiter énormément de ressources pour les interventions dans les différents secteurs de notre collectivité. Oui, sachant, alors dans votre malheur, vous aviez l'avantage, en plus, bon, les sites internet étaient accessibles, c'est-à-dire que vous pouviez bénéficier de vos vitrines qui étaient le site internet pour communiquer et de l'importance, comme vous l'avez dit, d'être en capacité de faire passer des messages et de mettre à jour, enfin de maîtriser cette part de l'information. Alors effectivement, nous avons utilisé l'ensemble des médias à disposition, dont nos sites internet qui, étant hébergés à l'extérieur de notre système d'information, demeuraient disponibles, hein, comme un certain nombre d'autres applications utiles aux usagers. En revanche, effectivement, d'autres applications étaient indisponibles et là, nous avons soit fait patienter les usagers sur un certain nombre de traitements, soit traité les demandes de manière différente. En ce qui concerne, comment est-ce que vous, alors c'est toujours difficile de faire un bilan parce que il y a de multiples dimensions et puis il y a forcément, c'est à la fois une expérience humaine, une expérience technique et opérationnelle. Mais est-ce que vous avez commencé à faire un bilan de cette séquence bien involontaire, mais qui vous a tous affectés? Alors oui, on a commencé à dresser effectivement à la fois un bilan et puis des perspectives. Alors déjà un premier point, nos organisations sont aujourd'hui extrêmement dépendantes des systèmes d'information. Et donc de ce fait vulnérables par rapport à des cyberattaques. Nous avions prévu au niveau de notre organisation de lancer un audit de sécurité et la mission devait démarrer le lundi qui a suivi l'attaque. Voilà. Donc nous avions contractualisé avec un opérateur. Bon. Conscient des enjeux. En fait, le bilan que nous faisons, c'est que globalement, aujourd'hui, avec la multiplication des cyberattaques, en fait, il nous faut changer notre modèle d'administration de nos systèmes d'information. Et en passant d'un standard où globalement la cybercriminalité n'impactait pas des organisations comme les nôtres, à une ère où la cybercriminalité attaque tous azimuts. Donc les cibles sont, on l'a vu, hein, des entités publiques, ce sont également des entreprises, cela peut être également des particuliers. Et donc nous avons tiré les conséquences de cela et dans le cadre de la reconstruction de notre système d'information, en lien bien évidemment avec l'ensemble des prestataires qui sont intervenus et des équipes du pôle système d'information, nous avons demandé à ce que la structuration du système d'information soit beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus cloisonnée, de manière à éviter ou à limiter les effets d'une nouvelle cyberattaque. Parce que concrètement, nous avons en tête le fait que sans doute serons-nous de nouveau attaqués. Et l'objectif de la reconstruction, c'est de mettre en place ou de jeter les bases d'une organisation qui fasse que demain, dès lors qu'on serait à nouveau attaqué, eh bien, les effets soient beaucoup moins, importants que ceux que nous avons subis à la suite de la cyberattaque de février dernier. Donc ça, c'est un objectif important. Et donc, du coup, ça passe par un travail technique et un travail d'organisation dans l'ensemble des déploiements des outils informatiques et des équipements informatiques de notre système d'information.
Et est-ce que vous estimez le retour à la normale, c'est-à-dire vraiment opérationnel, vous l'avez daté? Est-ce que vous l'avez envisagé? Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, bah, de toute façon, vous aviez initié déjà une stratégie dans le domaine de la cyber et effectivement, ça valide le fait que ça devient un sujet, ce que vous indiquez, ça devient un sujet important. Alors, le retour à la normale, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore revenus à un fonctionnement normal. Nous allons pouvoir, sur le réseau et sur le système d'information de la collectivité, avoir de nouveau accès à Internet via ce réseau. Hein. On a accès via un réseau alternatif, mais via le réseau qui a été touché à partir de vraisemblablement fin juin, donc dans quelques jours. Nous avons été attaqués donc fin février. Voilà, l'accès à Internet sur le réseau, c'est pour fin juin. Nous avons globalement à ce stade traité 90% des 1250 postes. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas encore au retour à la normale. Nous avons rétabli voilà, 80% du fonctionnement de nos applicatifs et il reste une part résiduelle donc à opérer. Et concrètement, on peut imaginer un retour donc à la normale plutôt sur la deuxième partie de l'année 2021. Donc ça, c'est un point, c'est un premier point. Au-delà de cela, la question du retour à la normale se pose par rapport aux usages. Il va falloir qu'on accompagne nos équipes sur le fait que nous ne pourrons plus utiliser les systèmes d'information et l'outil numérique de la même manière qu'auparavant. Ça va s'accompagner de règles sans doute plus strictes sur la gestion d'Internet, sur la gestion de la messagerie, sur un certain nombre de questions qui peuvent constituer des points de vulnérabilité dans le cadre d'une politique de sécurité informatique à l'échelle d'une organisation comme la nôtre. Merci pour ce témoignage parce que justement ça montre bien l'ampleur des actions à conduire à l'issue d'une attaque qui a bien une phase de reconstruction et qui est d'ailleurs cohérente avec la nécessité de s'assurer que dès lors qu'on reconnecterait un ou des équipements au système, bah, il faut d'abord s'assurer de cette salubrité numérique en quelque sorte de l'équipement. Donc c'est évidemment un travail de fond et c'est important de rappeler qu'il y a une période après l'attaque et que effectivement, en responsabilité, elle va exiger plusieurs semaines, plusieurs mois pour revenir à une situation la plus apaisée et normale possible. Donc, merci beaucoup pour cette explication, pour ce récit, et puis donc évidemment tous nos encouragements pour cette dernière séquence. Merci beaucoup. Je vais, de manière à continuer sur notre session, passer la parole à mon camarade Laurent Lemaire, qui va pouvoir nous parler justement d'une séquence importante qui s'est ouverte il y a quelque temps, le plan France Relance, et donc qui peut permettre de trouver des outils ou des moyens d'action pour conduire ce que M. Iacovella expliquait, c'est-à-dire effectivement d'investir le champ de la cybersécurité pour les collectivités locales. Laurent. Oui, merci M. Iacovella, merci Nicolas. Effectivement, là on a une bien belle illustration d'une cyberattaque sur une collectivité locale. Bon, donc le plan de relance est précisément conçu dans son volet cyber pour accompagner la montée en fait en outillage, en processus, en maturité, pour tout dire, sur le risque cyber, spécifiquement sur les établissements publics. Donc, l'objet du plan France Relance cyber, c'est d'élever le niveau de cybersécurité des organisations publiques françaises. Et pour ce faire, comme on le voit, comme on l'a bien entendu là, les contraintes budgétaires d'un côté, l'ordre des priorités de ce qu'il y a à faire
dans une structure publique fait qu'aujourd'hui, il y a des besoins assez forts pour augmenter le niveau de maturité, le niveau de cybersécurité. Et donc, ce plan est un plan de subvention. Alors, dans la partie qu'on regarde ici, hein, le plan de relance cyber pèse plus d'1 milliard au total, dont 136 millions de subventions pilotées par l'ANSSI, et c'est ce sur quoi on va zoomer aujourd'hui. On va regarder ensemble comment ces 136 millions de subventions vont être dépensées dans les 18 prochains mois par l'ANSSI au profit des entreprises publiques françaises. En fait, il y a deux grands volets qui vont permettre de déclencher les subventions pour vous. Une première offre qui s'appelle le parcours de sécurité et séparément une deuxième offre qui s'appelle les appels à projets. Et je clarifie tout de suite que les deux offres de subvention, on va dire, sont non seulement distinctes l'une de l'autre, mais exclusives l'une de l'autre. Donc, il faut choisir à quelle offre on postule. Okay. Donc, le parcours de sécurité, c'est quoi? C'est établir un état des lieux de la sécurité et déterminer les actions de sécurisation à déployer rapidement. Et il y a un certain nombre de ces actions de sécurisation qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre de ce parcours. Donc, c'est pour les acteurs relativement peu matures en cyber qui disposent de peu de moyens. Et donc, la manière dont ça a lieu, on va regarder dans les slides après comment postuler, mais pour schématiser, un prestataire de terrain, après un petit parcours en fait, pour être qualifié, l'ANSSI accorde, en fonction de la qualification, une subvention qui est assez normée et qui dit votre dossier pour un parcours de cybersécurité est accepté et étant donné votre niveau de maturité qui est établi dans le cadre de la qualification, voici les prestations que vous pouvez acheter sur le marché pour réaliser tel et tel type de prestation. Et si vous faites ça, on le paye à 100%. Donc la subvention couvre à 100% un besoin, une prestation. En revanche, cette prestation est assez normée par l'ANSSI, individualisée à chaque demande. Voilà. La qualification, en fait, comment fait l'ANSSI pour savoir, eh bien, voilà, pour Chalon-sur-Saône, lequel parcours de cybersécurité est adapté? Le demandeur soumet sa demande, on va voir comment juste derrière, et ensuite c'est examiné par l'ANSSI, et en fait il y a une délégation là, ce qu'on voit dans le comment petit 1, il y a une délégation de la qualification du parcours par un premier prestataire accompagnateur, c'est-à-dire que l'ANSSI ne peut pas se démultiplier sur toutes les demandes, et donc il y a un prestataire accompagnateur qui va faire un premier pré-diagnostic en discutant avec vous, et qui va établir avec vous quelles sont les grandes, en fonction de votre niveau de maturité, quelles sont les grandes prestations type qu'il faut inclure dans ce parcours de cybersécurité. Ça va ensuite donner lieu à la réponse de l'ANSSI qui va dire, après discussion avec vous et le prestataire accompagnateur, voici ce qui va être financé. Voilà. Ça, c'est vraiment une partie, un volet très important de la dépense des 136 millions. Ça va être beaucoup sur ce sujet-là. Sur le deuxième volet des appels à projets, là, on est plutôt sur des entités publiques qui sont plus mûres, qui sont déjà plus équipées, qui n'ont plus besoin, on va dire, de suivre un parcours de sécurité parce qu'il a déjà été fait dans les années précédentes, et c'est plutôt pour financer une solution. Donc, j'ai envie de me financer, j'ai besoin dans ma roadmap de cybersécurité de financer telle ou telle solution. Je soumets une demande de subvention en mode appel à projet. De la même manière, l'ANSSI examine cette demande et si le projet est jugé pertinent, à la fois parce qu'il répond à des bons besoins, parce que l'ANSSI est convaincu que c'est pas dépenser de l'argent pour rien, mais que l'organisation qui fait la demande va être capable de mettre en œuvre la solution. Et c'est ça le grand sujet, c'est que ça ne tombe pas ensuite sur une armoire,
mais que ça soit mis en œuvre au sein de l'organisation, alors il y a aussi un sujet de souveraineté, hein, des solutions qui vont être subventionnées, mais en fonction de ces 3 critères, l'ANSSI va subventionner les appels à projets, pas à 100%, mais partiellement. Voilà, donc c'est vous en fait, si vous ne l'avez pas encore fait, ce que vous devez faire, c'est aller candidater à l'ANSSI en choisissant, si vous candidatez pour un parcours de cybersécurité ou pour un appel à projet, ça va être vite vu, hein, si vous avez déjà une grosse équipe de cybersécurité, vous allez trouver que les parcours de sécurité, vous avez déjà fait l'essentiel et vous avez déjà en tête qu'est-ce que vous voulez faire financer sur les appels à projets, voilà. Et puis pour tous les autres, c'est les parcours de sécurité. Au slide suivant, on voit quoi? On voit quelle démarche suivre. Voilà. Donc vous, ce que vous devez faire, hein, c'est extrêmement simple. Il faut aller sur le site de l'ANSSI. Vous créez un compte démarche simplifiée. Ça prend 2 ou 3 minutes. C'est extrêmement simplifié. Et ensuite, vous décrivez vous candidatez en fait. Hein, et c'est un questionnaire auquel il faut répondre. Ça prend un quart d'heure. Et en fonction de ça, votre demande va partir et va être examinée par l'ANSSI. Ensuite, vous serez recontacté par l'ANSSI pour mieux qualifier votre besoin. Voilà, donc franchement, il faut absolument le faire. Hein. Le rythme de subvention de l'ANSSI est assez soutenu. Hein. On est en contact avec l'ANSSI, ils reçoivent beaucoup de dossiers, ils donnent beaucoup de réponses favorables. Hein. Donc c'est pas à moi de communiquer à la place de l'ANSSI, mais le rythme est très soutenu. Et le programme dure jusqu'à, on va dire probablement en 2022 bien avancé. Mais comme il y a une capacité de financement, hein, et aussi de prestations, on n'est pas à l'abri que les prestations qui auront lieu en 2022, ça sera les autorisations qui ont eu lieu en 2021, quoi. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas traîner. Voilà. Alors comment nous, Orange Cyberdéfense, on peut vous aider? On a mis en place une petite structure d'aide. Donc si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner dans la procédure de demande de subvention, hein, qui, bien qu'elle soit simple, s'il n'y a pas dans votre équipe un spécialiste IT ou cyber, plutôt cyber, on peut vous accompagner. Et ensuite, bien sûr, nous avons été validés prestataires de terrain France Relance, et donc nous faisons partie des prestataires qui pourront réaliser, si toutefois votre dossier est accepté par l'ANSSI, nous pourrons réaliser la prestation, si vous nous choisissez, la prestation de parcours de cybersécurité notamment, qui après, pour rentrer un peu dans la technique, qui va donner lieu d'abord à un pack initial, c'est-à-dire on va dire un socle. Hein, c'est le socle en fait pour s'assurer de l'hygiène informatique vitale, et ensuite aller plus loin dans votre feuille de route grâce au pack relais. Je mentionne ça, c'est important parce que en fait, quand on a fait le parcours de cybersécurité qui est financé à 100% et qu'on l'a bien fait, ça ouvre le droit à aller plus loin dans l'amélioration toujours de la sécurité. Et donc, il y a non seulement un pack initial financé à 100%, mais qui donne lieu à un pack relais. Donc, il n'est pas encore très clair s'il est financé à 100% ou seulement partiellement. Mais donc, on rentre dans un cercle vertueux, y compris en termes de subvention. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes, plusieurs parcours en fait, hein, entre maintenant et 2022. Donc c'est pour ça qu'il faut aller assez vite dans la démarche pour pouvoir maximiser le bénéfice de ce programme France Relance de l'État français. Voilà, donc très rapidement, Orange Cyberdéfense, nous sommes le numéro 1 français des services de cybersécurité, à la fois aux grandes entreprises, aux petites, et dans le secteur public, bien évidemment, jusqu'aux plus petites organisations publiques. Nos métiers, c'est à la fois les métiers de conseil, les métiers d'installation de solutions, les métiers de protection et les métiers d'anticipation
pour mettre notre connaissance en fait des activités des attaquants au service des organisations qui sont pas spécialisées, mais qui sont capables qui doivent se protéger au mieux. Et puis nous avons également une activité de réponse sur incident, c'est celle qui vient d'être évoquée dans l'expérience partagée de Chalon-sur-Saône. Voilà. Dans le cadre de France Relance, l'ANSSI en fait va considérer plus favorablement des éditeurs de services souverains, hein, et notamment nous travaillons avec Tetris, avec Rode Schwartz, avec Vade Secure, plus particulièrement pour certaines des briques de solutions qui sont particulièrement attendues par l'ANSSI, c'est-à-dire plutôt privilégiées par l'ANSSI dans le cadre du plan. Hein, pourquoi? Parce que ces solutions en fait font partie des premières briques de solutions qu'il faut mettre en place. Sont les briques, on va dire, fondamentales. Et nous-mêmes, Orange Cyberdéfense, nous sommes en partenariat avec ces éditeurs dans le cadre du plan pour concevoir des solutions qui s'adaptent bien et qui seront, on l'espère, financées, on l'espère pour vous, financées à travers des demandes à l'ANSSI. Voilà, donc très rapidement, on voulait saisir cette occasion pour faire un point sur cette opportunité, on va dire, hein, d'augmenter significativement le niveau de résistance face aux risques cyber qui pèsent sur les organisations publiques en France. On a vu de nombreux exemples et qui sont financés pendant une période de 12-18 mois par l'ANSSI, et il faut saisir cette opportunité. Merci Laurent pour ce tour d'horizon et surtout ces explications qui ont permis de clarifier un sujet qui est ardu, puisque effectivement les démarches administratives sont pas forcément accessibles et compréhensibles par tous. Donc merci pour ces précisions. Alors Charlotte, on a effectivement un certain nombre de nos auditeurs, téléspectateurs qui ont saisi l'occasion de poser des questions. Quelles sont-elles? Tout à fait, et merci Nicolas pour le lien. En effet, les questions sont nombreuses. Alors tout d'abord, une question de Monsieur Goma, adjoint maire autour de la téléphonie, de la messagerie. Quels sont les leviers qui ont été mis en place pour pallier justement ces attaques et l'indisponibilité des différents réseaux et systèmes? Merci. Alors, la question s'adresse directement à Monsieur Iacovella. Voilà. Ah, peut-être que votre micro est encore coupé. Je pense que ça doit marcher là. Voilà, ça fonctionne. Oui, donc sur la question de la téléphonie, en fait, on n'a pas eu de problématique puisqu'en fait ce sujet-là n'a pas été touché par la cyberattaque. Donc les liens téléphone, alors qui fonctionnent par bien évidemment Internet, n'ont pas posé de difficulté. En revanche, concernant la messagerie, en fait, on a pris une messagerie alternative. Alors nous n'avons pas, je dirais, déployé globalement 1000 adresses mail alternatives. Nous avons mis en place sur une messagerie, je dirais, générique existant sur le marché, en fait, des adresses mail par direction de manière à pouvoir tout à la fois donc continuer à communiquer, mais également faire en sorte que la sécurité des données transférées dans le cadre de cette messagerie alternative soit globalement assurée. Donc, je ne ferai pas de publicité sur la messagerie utilisée, mais bon, voilà. Il y a différentes solutions existantes. Après, voilà, c'est la démarche qui compte. C'est ça. Charlotte. Une deuxième question également autour finalement des conséquences d'une attaque pour les collectivités territoriales. Est-ce que vous pouvez potentiellement préciser l'impact financier et l'impact en ce qui concerne les demandes de rançon? Alors, Nicolas, est-ce que tu peux adresser cette question-là? Alors, je pense que après, peut-être si Monsieur Iacovella veut intervenir après, évidemment sur la notion de chiffrage, j'évoquais dans
mon tour de piste initial, le coût pour un SDIS d'un service départemental d'incendie et de secours d'une cyberattaque, vous aviez vu le chiffre de 120 000 € pour un département français. Il est évident que la règle concernant les rançons en France, et enfin des acteurs publics, certainement, après les acteurs privés ont plus de latitude peut-être, mais en tout cas les acteurs publics ne sont pas du tout dans une démarche de paiement de rançon, donc les montants, et d'ailleurs de plus en plus ce qu'on voit, parce que s'il y a une évolution des monopératoires des attaquants, avant ils annonçaient assez vite le montant de la rançon souhaitée. Aujourd'hui, on voit de plus en plus un appel à prise de contact avec un petit module de chat, de manière à, ce qui fait si vous n'entrez pas en négociation, en fait, on ne connaît pas le montant potentiellement réclamé par les attaquants, sachant que la règle, même si en France, on le rappelle, il n'est pas illégal à ce jour de payer une rançon, la règle de principe, à la fois presque philosophique et politique et stratégique, est de ne pas payer de rançon, donc de ne pas rentrer même en négociation, ce qui, maintenant, dans un grand nombre de cas, nous interdit de connaître le montant potentiellement attendu ou espéré par l'attaquant. Et donc, si M. Iacobella veut répondre sur d'autres éléments de chiffrage, je lui cède bien volontiers la parole. Alors, peut-être pour revenir sur la question de la rançon concernant notre territoire, moi je confirme ce que vous venez d'indiquer. Nous avons été destinataires d'un fichier HTML qui nous invitait à entrer en contact, je dirais, avec une plateforme ou avec un interlocuteur, et nous nous sommes refusés donc à entrer dans cette démarche-là. Donc effectivement, nous n'avons pas pu connaître le niveau d'une éventuelle rançon demandée. Ça c'est le premier point. Sur la question du coût, je ne donnerai pas le coût pour notre organisation puisque à ce stade, les opérations ne sont pas encore terminées. En revanche, ce que je souhaite apporter comme information sur le sujet, c'est que cela est fonction bien évidemment de la taille de l'organisation, ça c'est un premier point, et deuxième point, du niveau de maturité et des ressources dont on dispose en interne, et troisième point plutôt, de la volonté de la collectivité et du curseur qui est mis sur le niveau de sécurité et le niveau de réorganisation de l'infrastructure. Ce n'est pas le même coût si on repart sur la même organisation que si on imagine tout restructurer. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, il est difficile à la fois de répondre pour donner une base de comparaison ou d'éclairage, parce que ça dépend vraiment de ce que l'on souhaite faire. Et alors, pour compléter, je valide l'idée que c'est pour ça que c'est difficile de faire un chiffrage, parce que deux collectivités ne seront pas en fonction de leur historique. On a vu que dans le cas de la collectivité de Châlons, il y avait des parties qui étaient externalisées. Il s'avère qu'à un moment, les sites internet étaient ouverts, donc des services ont pu être fournis. Il y a d'autres, c'est pas forcément le cas. Ce sont des histoires différentes par rapport à des processus, même de politique de sauvegarde. Si elles sont disponibles, évidemment, c'est pas pareil que quand elles n'existent pas. Donc on est dans des environnements qui sont à chaque fois uniques. Donc ce sont des histoires singulières, et qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait un espèce de rapport coût-bénéfice en se disant voilà, une attaque moyenne, donc en tout cas on peut se permettre de ne pas investir ce champ parce que ça coûterait entre guillemets que tel ou tel montant, puisque à chaque fois ce sont bien des circonstances très différentes. Vous l'avez indiqué, c'est un dimanche matin que votre police municipale a permis de détecter au final assez tôt. Vous vous êtes mis en position de crise extrêmement rapidement. Il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours le cas, parce que quelquefois il y a des vrais décalages entre l'identification, et donc évidemment la capacité de l'attaquant à progresser, elle est sans commune mesure. Plus il est détecté tôt, plus évidemment ça limitera l'impact. Donc c'est toujours compliqué d'établir des règles. Il n'y a pas de ratio et il n'y a pas de tarification ou de barème de ce genre d'impact. Et donc c'est la raison pour laquelle il vaut mieux essayer de l'anticiper, parce que justement ça peut être à la fois d'une très grande gravité, ou au contraire, si on sait doter des outils de détection, d'isolement, la politique de sauvegarde, le fait d'avoir séquencé des systèmes d'information, il y a toujours un impact, mais en tout cas, il sera moindre, tant en termes de traumatisme, de coûts et de capacité de reprise d'activité. Charlotte, est-ce qu'on a fait le tour ?
Totalement, Nicolas. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Éventuellement, une dernière précision en ce qui concerne le plan. On avait une question autour des bénéficiaires potentiels. Est-ce que ça peut concerner les petites et moyennes entreprises publiques, bien entendu, petites et moyennes collectivités, du coup? Oui, donc il y a une fourchette basse qui est clarifiée directement sur le site de l'ANSSI et qui se situe, je crois, à 20 000 habitants en ce qui concerne une collectivité locale. Donc en dessous de ça, le dispositif actuel ne couvre pas. En revanche, il y a un nouveau volet du plan de relance qui est en cours de cyber, qui est en cours de définition pour adresser ces plus petits acteurs. Mais il n'est pas encore rendu public. Merci Laurent. Merci beaucoup Laurent pour cette précision. Je vous propose de clôturer cette session parce qu'elle arrive à son terme. Éventuellement, quelques petites précisions. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site web, bien entendu avec une page dédiée. Aussi, lors d'un prochain événement associé au plan France Relance et notre partenaire, également disponible dans le chat sur GoToWebinar, un livre blanc et à suivre une étude IDC co-menée par Orange Cyberdéfense sur les enjeux et menaces des collectivités territoriales. Nicolas, si tu veux ajouter un dernier mot de fin, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors effectivement, ce webinaire du 8 juillet, alors là, est plus lié avec Rodé Schwartz dans le domaine de l'industrie, donc effectivement, mais en tout cas pour montrer qu'il y a bien à chaque fois une individualisation des approches et qui est importante et qu'on essaye chez Orange Cyberdéfense d'avoir à chaque fois en fonction des environnements les retours d'expérience, les bonnes pratiques et surtout tout le contexte technique et également juridique, comme l'a présenté Laurent Lemaire. On produit de l'analyse sur ces thématiques et donc d'avoir une vision la plus claire possible de manière à ce que vous puissiez disposer de l'information la plus instructive dans ce domaine. Et donc effectivement, cette étude avec IDC permettra de caractériser la menace pour les collectivités territoriales et donc c'est une bonne chose. Et effectivement, on essaie également, et c'est le meilleur point de contact, notre site internet orangecyberdéfense.com qui vous permettra de bénéficier de ces différentes informations, tant dans les événements, les rencontres, bientôt peut-être d'ailleurs physiques, puisqu'on va revenir quand même dans un monde de rencontres réelles, souhaitons-le, et puis évidemment ces études, ces comparatifs. On l'a parlé tout à l'heure des messageries, des systèmes de visio, on a fait des comparatifs en termes de risques, en termes d'enjeux techniques sur les systèmes de visioconférence par exemple. Donc c'est une source d'information régulière sur les différentes dimensions de la cyber, le technique, le juridique et également les problématiques stratégiques et d'organisation. Merci beaucoup à nouveau à Frédéric Iacovella pour sa présence, sa participation, son témoignage, à Laurent pour ses explications, Charlotte pour ton accueil et cet ordonnancement et certainement à très bientôt pour d'autres sessions consacrées à la cybersécurité. Je vous remercie à tous de votre participation. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Merci.